Quand j'ai lancé la boutique d'Eric.com en 2007, la musique numérique connectée, dématérialisée telle qu'on la connaissait aujourd'hui était vraiment au tout début. Tellement qu'en 2007, l'iPhone premier du nom venait juste de sortir. Les plateformes de streaming, Deezer est arrivé quelques mois après, c'était août 2007. Et le leader Spotify, lui, n'était même pas présent parce qu'il est arrivé en 2008. Donc la musique, Mélanie, c'était des MP3, surtout pirates, parce que tu te souviens de cette époque, en 2007, on était sur Emule, sur Napster, on faisait du peer-to-peer. Alors je me souviens surtout d'Emule parce que j'étais utilisatrice de ce site-là, qui m'a valu 2 jolis courriers Adopi dans ma boîte aux lettres. Donc au bout d'un moment, je me suis dit que m'abonner à Deezer via ma box Orange était plus serein dans mon écoute musicale. Ah oui, parce qu'en fait, on piratait la musique, c'était les fameux scandales dont on entendait parler. Je me souviens de Pascal Nègre qui était vent debout devant tout ça. On copiait aussi les CD, nous on avait des belles solutions. Et pourtant, en 2007, on avait 2 jeunes entreprises qui arrivaient. Il y avait Slim Device qui avait été racheté un an avant par Logitech. Donc si vous êtes client de la boutique d'Eric.com, vous connaissez les fameuses Squeezebox Radio, les Squeezebox Touch. On a adoré ces produits. Et arrivait aussi Sonos. Et donc c'est l'occasion dans cette vidéo de vous parler de cette marque américaine, californienne, parce qu'ils sortent une nouvelle barre de son. Alors dans cette vidéo, on va faire une présentation de cette nouvelle barre de son Sonos Arc Ultra cette fois-ci. Et on va aussi en profiter pour faire une revue de l'application Sonos qui en 2024 a été un petit peu chahutée et donc on va partager ça avec vous. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour discuter de Sonos et de cette nouvelle barre de son. Mélanie, pour cette fin d'année, Sonos nous propose une évolution de sa barre de son. Mais avant de discuter des produits, est-ce qu'on peut faire justement un historique de Sonos, la musique numérique, parce qu'ils sont là, eux, depuis plus de 20 ans maintenant? Alors Sonos, c'est un géant de l'industrie de l'audio. Ils se sont imposés, comme tu le disais tout à l'heure, depuis le début des années 2000. Et en fait, c'est vraiment la référence dans le multiroom parce que d'une certaine manière, c'est eux qui l'ont proposé, voire même inventé. C'est eux qui ont proposé les premières enceintes Wi-Fi connectées, les premiers lecteurs réseau, les premiers amplis connectés. Donc voilà, c'est vraiment la marque de référence. Alors cette année, Sonos arrive avec de nombreux nouveaux produits et une refonte de l'application. Voilà, donc ça on en reparlera à la fin parce que cet été on voulait vous faire une vidéo sur l'application Sonos comme on fait sur d'autres applis. On a eu quelques difficultés. D'ailleurs, je vous renvoie, il y a Alban qui anime un blog très connu, justement multiroom.fr, qui parle de Sonos et de son gros mea culpa. Revenons à Sonos, tu dis le multiroom est justement ce qui a fait leur succès, parce qu'il faut recadrer ça, on parle de 2002, les box n'avaient pas le Wi-Fi d'aujourd'hui, on n'avait pas les solutions comme les Netgear, Orbi et autres. Donc ils ont bâti, je dirais, leur succès sur une fonctionnalité réseau qui existe toujours d'ailleurs chez Sonos. En fait, ce que Sonos a révolutionné dans le monde de l'hi-fi, c'est le hi-fi sans fil. Parce que le multiroom existait déjà, mais il fallait déjà avoir un beau budget, puisque c'était des amplis multizones avec des câbles tirés de partout. C'était une vraie installation domotique. Donc c'est là que Sonos a vraiment proposé quelque chose de simple, c'est qu'eux, ils sont arrivés avec un système que l'on appelle Mesh. En fait, c'est un réseau Wi-Fi que les enceintes et les amplis connectés se créaient entre eux. Voilà, et c'est ça qui a plu, moi je me souviens, parce que je faisais des intégrations domotiques justement basées sur les solutions Sonos, et pourquoi ça marchait à chaque fois? C'est ce que tu viens de dire, ce réseau Mesh, c'est un réseau maillé, c'est-à-dire que l'ampli Sonos parlait à l'autre ampli Sonos, qui lui-même parlait à celui qui était à l'étage. On pouvait aller sur des bâtiments en longueur ou sur des bâtiments en hauteur, et ça fonctionnait très bien, là où voilà, les box Wi-Fi n'étaient pas du tout au niveau. Donc, ce qui fait que le multiroom sans fil fonctionnait. Et en 2005, une fois qu'ils avaient fait cette technologie, donc ils sont arrivés avec leur premier produit concret. Alors le premier produit concret chez Sonos, c'était un ampli connecté. L'ancien Sonos Amp, pour ceux qui avaient déjà connu celui-ci, c'était le ZP100. Alors c'est vrai qu'il avait un design très particulier. Alors, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé, comme tout le monde, à une espèce de marchepied Ikea sur lesquels je posais mes enfants pour qu'ils se lavent les dents. Donc vraiment là, on était dans un design
qui aurait pu être un petit peu plus glamour, mais en tout cas, c'était très efficace. Alors, tu as raison sur ce que tu dis, mais par rapport aux gros amplis multizones de l'époque, il était beaucoup plus petit, il pouvait se glisser. Moi, je l'ai installé, on l'a installé sous un meuble télé ou dans une baie de brassage où il n'y avait pas beaucoup de place, ça pouvait vraiment rentrer. Et après, contrairement au système multizone de l'époque où on avait géré ça sur l'ampli, voire sur des interrupteurs muraux, là, eux, ils sont arrivés avec un produit connecté aussi. Alors, c'était dans l'esprit de la domotique, donc il fallait un écran de contrôle. Donc, tu contrôlais ton ZP100 avec une espèce de petite tablette, ou on dirait une petite console de jeu, en fait, comme une Game Gear. Et tu avais un écran et des boutons de contrôle, et tu pouvais justement, du coup, naviguer dans tes zones sonorisées si tu avais plusieurs amplis dans plusieurs zones. Et puis là, ils ont été malins, ils n'ont pas réinventé la roue, c'est qu'à l'époque, la musique, c'était aussi le fameux iPod avec son bouton circulaire, rotatif, et ils l'avaient repris sur cette fameuse télécommande, la contrôleur CR100. Donc voilà, ça c'était leur premier produit. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, en 2007 est arrivé l'iPhone, où on se disait, bon, ok, un écran tactile, c'est vrai, mais ce qui a révolutionné l'iPhone et le cœur d'iOS, ce sont les applis. Et là, forcément, qu'est-ce qu'a fait Sonos ? Sonos, leader et précurseur, s'est dit, là, il y a quelque chose à faire. Il faut qu'on développe une application qui nous est propre et on va tout simplement l'inclure dans le premier smartphone, parce qu'eux étaient aussi visionnaires. Ils se disaient bien que quelques années plus tard, on aurait tous un smartphone dans la poche. Exactement. Donc voilà, on est revenu en 2007, à l'époque dont je parlais tout à l'heure. On avait un ampli connecté et une appli sur l'iPhone, en plus de leur contrôleur à eux. Ensuite, ils ont fait évoluer avec ce qui est les ancêtres précurseurs. Là, on a avec nous une Era 300. Et c'est vrai que Sonos est tout de suite arrivé avec des enceintes sans fil. Alors, ils sont arrivés avec la première enceinte sans fil. Donc là, on parle vraiment de sans fil. C'est-à-dire que pour le ZP100, les seuls fils qu'il y avait, c'était entre l'ampli et les enceintes. Donc, il n'y avait plus ces histoires de zones et de câbles. Et là, encore moins de fils, il n'y en a qu'un seul, c'est le fil d'alimentation, puisque c'est la première enceinte qui embarque l'ampli et le lecteur réseau. Donc c'était la première Sonos Play 5. Exactement, voilà, c'était la Play 5, on a eu la Play 3, donc on appelait ça la Play 3. Alors ce qui était assez surprenant à l'époque, pour avoir bien vécu ces installations, c'est qu'on disait, ouais, on a une super marque californienne qui arrive avec des produits incroyables. Et quand on sortait la Play 5 et la Play 3, les gens les regardaient et disaient, ouais, Californie de Moscou, parce que c'était un peu Moscovitch. C'était un peu taillé à la hache, quand même, le design. Depuis, ils ont fait des beaux efforts. On avait aussi une autre innovation à ce moment-là, c'est qu'ils sont passés à la télécommande tactile carrément. Là, on abandonne l'iPod et on vient chercher le format plutôt d'un smartphone dans l'absolu, puisque l'écran n'est plus horizontal mais vertical. Et on comprend que c'est vraiment dans cette optique-là que va évoluer la navigation pour les produits connectés Sonos. Et on a cet écran avec... on retrouve les mêmes fonctionnalités que dans le premier contrôleur, mais dans un format plus adapté et plus moderne, version iPhone. Voilà, ce qui fait qu'on est en 2009. Les clients avaient le choix. Soit ils avaient été précurseurs, ils avaient déjà pris les premiers iPhones, parce qu'on avait même l'iPhone 3G qui était sorti, ils avaient l'appli, soit ils n'étaient pas encore convaincus du smartphone, ils se disaient je ne vais pas contrôler ma musique avec ça, puis je suis encore sur du Nokia, des choses comme ça, et ils avaient l'équivalent, en plus c'était bien placé, on était dans les 400 $ de mémoire. C'est ce qui fait qu'en fait ça s'est démocratisé, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, des amplis multizones avec plein d'enceintes, tirer des câbles, avoir une domotique vraiment complexe à installer, c'était un gros budget. Là, ce que Sonos propose, c'est une enceinte pour une pièce. Une Play 5 à l'époque sonorisait une pièce de 25 à 30 mètres carrés et tu en avais pour 400 $. Donc tu divisais ton budget presque par 10. Ouais, puis en plus, moi je me souviens, parce que j'ai travaillé dans des maisons neuves où là on pouvait prévoir le passage de câble, mais la grande majorité des clients disaient voilà, je viens de relooker mon salon, j'entends parler de multi-room, j'entends parler de Sonos, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas d'inquiétude, on pose l'enceinte sur un meuble, smartphone ou le fameux contrôleur, c'était le CR200 de mémoire, ouais, oui. C'était ça. L'autre élément qui a fait cartonner Sonos, c'est le fameux home cinéma sans fil. Toi, tu as rejoint la boutique d'Eric.com en 2017 et on cartonnait avec l'ancêtre de cette barre de son.
Alors quand je suis arrivée à la boutique d'Eric.com, j'ai découvert la première barre de son connectée, parce que je ne connaissais pas ces produits. Et c'est vrai que l'attrait était très fort, on en vendait quand même beaucoup. Et en fait, j'ai aussi remarqué que le placement de produits Sonos était très intense, parce qu'on retrouvait cette barre dans beaucoup de séries, beaucoup de films. Donc tout de suite, c'est devenu vraiment une référence en tant que barre de son connectée. C'est-à-dire que oui, on investissait dans les nouveaux écrans plats, et la barre de son venait compléter une belle installation cinéma ou télé. Voilà, donc ça c'était la Sonos Playbar, et forcément elle était pilotée par l'application Sonos, par le contrôleur, et on pouvait déjà lire notre musique aussi dessus. C'est ça qui était révolutionnaire, ce n'était pas uniquement une barre de son pour la télé, pour le home cinéma, mais elle était sur la musique connectée. Voilà, en 2013, on avait déjà Deezer, Spotify qui étaient disponibles sur cette barre de son, et ce qui a énormément plu, c'est aussi la possibilité de faire un vrai home cinéma sans fil. Ça veut dire, quand on dit home cinéma, c'est du 5.1 aussi. Alors c'est un véritable 5.1 sans fil. Les gros systèmes avec les grosses enceintes, les câbles qui courent partout dans la maison, c'était pas simple à vivre et pas toujours esthétique. Donc là, on a pu révolutionner notre home cinéma avec une barre, un câble d'alimentation, un sub, un câble d'alimentation, et pareil pour les surrounds. Et tout ça fonctionnait ensemble par le Wi-Fi et sans fil. Et là aussi, ça marchait, parce que je me souviens à l'époque, les gens disaient « Attendez, on va mettre du sans fil, mon réseau Wi-Fi, il est moyen, j'ai déjà vu des barres de son qui font ça, mais c'est de la bidouille, et j'ai une désynchronisation son-image, etc. » Et là, en fait, ils s'appuyaient sur ce que tu as présenté au début de la vidéo, c'est-à-dire leur fameux réseau mesh. C'est-à-dire, en fait, la barre de son, elle parlait aux caissons de grave, sur son propre réseau Wi-Fi, et la barre de son parlait aux enceintes arrière, les fameuses Play 3, puis après les Play 1, donc ça marchait tout le temps. Depuis cette Playbar, ils ont sorti des petites barres de son, une moyenne barre de son, et bien sûr la descendante de la Playbar, qui est la barre de son, qui vient donc de sortir cette année. Alors la Sonos Arc Ultra se positionne comme la 3e génération de Playbar, si on peut dire cela comme ça, parce qu'il y a eu la Playbar, il y a eu la Sonos Arc, et là en octobre, Sonos a annoncé cette nouvelle barre, la Sonos Arc Ultra, qui est une vraie nouvelle génération. C'est pas une simple petite Gen 2 de la Arc, c'est vraiment une nouvelle barre avec de nouveaux haut-parleurs, de nouveaux woofers intégrés. Il y a plus de haut-parleurs, donc voilà, c'est une barre beaucoup plus complète. Alors justement, avant de parler de pourquoi elle est passée en mode ultra, nous, un fabricant comme Sonos nous dit « je sors une nouvelle barre de son », on se dit « alors, plus cher, moins cher ou pas ?» Donc là, ils n'ont pas touché au prix. Non, on est toujours sous la barre des 1000 €, à 999 exactement. Donc ça, psychologiquement, ça fait du bien. De ne pas avoir une nouvelle génération qui prend 100 ou 200 €. Alors avant de parler de effectivement ce qu'ils ont inclus dedans, parce qu'ils ont une vraie R&D, y compris ils achètent des entreprises innovantes là-dessus, pourquoi on part sur une barre de son Sonos aujourd'hui? En fait, Sonos aujourd'hui, avec la Arc Ultra, tu as un bel écran, tout fin. Évidemment, les haut-parleurs de ton téléviseur ne sont pas à la hauteur de ce que tu espères en restitution sonore et musicale. Donc là, ça vient compléter l'ensemble télé que tu as acquis. Et puis, comme je te le disais à l'instant, tu n'as plus envie d'avoir un gros ampli, d'avoir des grosses enceintes, une centrale, une droite, une gauche, des câbles. Et là, la solution, elle est toute trouvée. Une barre, un caisson que tu peux poser en plus où tu veux dans la pièce, puisque tu n'es pas contraint par le câble, et tes surrounds derrière toi ou derrière ton canapé. Et ça, sans fil. Et ce qui est intéressant par rapport à d'autres acteurs qui ont tendance à dire voilà, on va envoyer du gros son, donc c'est une grosse barre de son. Je pense à Sennheiser, c'est un beau bébé. Cette barre de son, vous allez la voir, elle est dans notre showroom. On a un écran 55 pouces et elle est juste, elle est adaptée aux écrans de 55 pouces et bien sûr au-delà, donc elle disparaît dans le décor. On est sur quelle dimension? Les dimensions, elles sont intéressantes puisque la barre, elle fait 1,18 m de largeur, ce qui correspond exactement aux plus petits meubles télé qui font 1,20 m. La barre de son, elle se fond en fait dans ou sur ton meuble. En profondeur, elle fait 11 cm, ce qui est plutôt fin pour pouvoir avoir aussi une belle restitution. Et en hauteur, elle fait seulement 7,5. Voilà, ce qui est très bien parce que la hauteur est super importante parce qu'il y a des téléviseurs où le pied n'est pas très haut. Donc ça va permettre de passer. Tu parlais des meubles télé, c'est aussi la possibilité et c'est fait pour la fixer au mur. Il y a le système d'attache prévu. Le système d'attache est directement intégré derrière, sur l'arrière de la barre. Tu as 2 pattes vis, donc tu peux la positionner sur ton mur, sous le téléviseur si celui-ci il est en format tableau.
Et donc la grande question, ça c'est les pas de vis, mais dans le placo ou dans le mur, il vaut mieux mettre aussi un support livré avec ou en option. Alors, le support est en option chez Sonos, il est commercialisé à 89 €. Point important, parce que là on parle de design, je l'attache au mur, je l'accroche au mur on va dire. J'ai un mur blanc, là on a le modèle noir, elle est dans les deux coloris celle-ci aussi. Sonos, toujours les deux coloris, noir ou blanc. Donc ça se fond vraiment soit avec le téléviseur noir, soit avec le mur blanc par exemple. Exactement. À l'instant, Mélanie, tu nous parlais aussi voilà, de la technologie embarquée pour faire du bon son aussi bien musical que home cinéma. Donc cette version ultra, qu'est-ce qu'elle apporte aux gens qui ont la Sonos Arc par exemple? Alors elle a plus de haut-parleurs que la Sonos Arc. Là, elle en a exactement 14. Donc c'est vrai que tu as un rendu ultra immersif avec 7 tweeters et 6 HP médium. Donc c'est vraiment là-dessus que Sonos a fait une évolution, en tout cas entre les deux générations de Arc. Puis moi, là je l'ai devant nous, ce que j'apprécie, c'est que là on voit c'est micro-perforé, mais c'est une grille, c'est pas du tissu. Ah, c'est pas aussi. du tissu comme la génération de BIM, je pense que tu penses à cela. Ouais, parce que la BIM blanche, au bout d'un moment, elle est plus Elle blanche. est plus très blanche. Ça, c'est un bon point là-dessus. Donc tout à l'heure, Mélanie, tu parlais qu'on peut bien sûr rajouter un caisson de grave, mais souvent, ce que nous disent les clients, c'est que moi, j'ai pas la place, ou c'est trop encombrant, je dis la même chose, mais que c'est pas très esthétique. Et ce qu'on aime bien, c'est avoir une barre de son qui soit déjà généreuse là-dessus. Donc qu'en est-il de cette version ultra, justement? Alors, la version ultra, justement, elle a fait un gros effort sur la restitution des graves, parce qu'il y a un nouveau woofer qui s'appelle Woofer Sound Motion, qui a été en fait étudié avec une opposition de phase, et c'est aujourd'hui ultra compact pour un rendu des graves exceptionnel dans la place intégrée dans la barre. Ce qu'on vous disait dans l'introduction, c'est que Sonos est là depuis longtemps, et une de leurs particularités, c'est qu'ils consacrent une belle partie de leur chiffre d'affaires sur la R&D, donc soit avec leurs propres équipes, soit là qui viennent justement de racheter cette technologie pour l'embarquer dans la Sonos Ultra. C'est ce qu'on disait, Sonos, la particularité aussi, c'est que des fois, ils peuvent faire des choix très forts, pas de Bluetooth. Donc celle-ci, elle a du Bluetooth. Mais ils font aussi des choix sur les connectiques pour que ça reste très très simple. Donc qu'est-ce qu'on a comme connectique sur la Sonos Arc Ultra? Alors je pense qu'on ne peut pas faire plus simple. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix, c'est de l'HDMI ou de l'HDMI. Donc c'est HDMI, Arc et e-Arc aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que par rapport aux premières générations, on n'a même pas d'optique. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir un téléviseur qui a une prise Arc, du coup, sinon on ne peut rien faire. On est d'accord? Alors, c'est pas aussi catégorique que cela. C'est-à-dire que si tu as un téléviseur HDMI, Arc ou e-Arc, c'est parfaitement compatible. Il faut se dire quand même que depuis plus de 10 ans, ou près de 10 ans, les téléviseurs ont de la connectique Arc. Ah bah oui, nous, le téléviseur là, que vous voyez sur les vidéos, quoi, on l'a depuis 10 ans et il propose, voilà, c'est un téléviseur 4K Samsung qui a déjà de l'Arc. Après, si tu as un téléviseur optique, Sonos propose un adaptateur dans lequel tu peux mettre ton câble optique pour rentrer en HDMI. Donc je sors, parce que c'est un téléviseur optique, donc un téléviseur normal avec sa sortie numérique optique, et j'ai un adaptateur, c'est-à-dire qu'il transforme l'optique en le signal HDMI pour entrer dans la seule entrée qu'on a sur ce téléviseur, on est d'accord? D'accord, et là c'est aussi un accessoire en option. Là je regarde, on a quand même une prise réseau. Hein. Oui, alors la prise réseau, c'est si tu veux, voilà, si ton Wi-Fi est mauvais, tu te mets justement en réseau RJ45 et après, comme on l'a souvent dit dans cette vidéo, le système mesh se met en route. Oui, alors c'est vrai que si vous avez connu Sonos depuis le début, avant ils vendaient un boîtier qu'on appelait le boîtier Boost qui permettait de créer ce réseau mesh. Aujourd'hui, ils l'ont arrêté parce que c'est vrai que les réseaux Wi-Fi sont déjà très bons. Des solutions avec les Orbinet Gear que j'évoque souvent fonctionnent bien. Mais c'est vrai que c'est une belle solution parce que souvent, vers la télé, on a prise antenne, prise réseau. Je la branche en réseau filaire et elle va réémettre son réseau mesh. Donc ça, c'est la garantie d'avoir un home cinéma sans fil. La particularité de Sonos aussi, c'est le fameux calibrage. Ça a été les premiers. Moi, je me souviens, j'avais assisté à une belle démonstration de la Sonos One, c'est-à-dire qu'ils la mettaient dans une boîte en carton. Forcément, elle était étouffée. Ils calibraient et elle savait qu'elle était dans une boîte en carton. Alors, je vous rassure, il vaut mieux la sortir. Mais ça veut dire que suivant la pièce, suivant les contraintes, des fois, on les glisse dans un meuble, dans une niche. Ça va bien faire le job et ils ont un bon système de calibrage. Alors, le calibrage de chez Sonos, c'est le fameux TruePlay que tu utilises ou que tu utilisais jusqu'à présent avec un iPhone.
Et en fait, tu te baladais dans la pièce et le micro de l'iPhone permettait un calibrage complet du volume. Et du coup, les produits Sonos savaient parfaitement dans quel environnement ils étaient positionnés. Alors je dis avant exclusivement sous iOS parce qu'aujourd'hui Android est accessible avec un calibrage rapide et ils utilisent en fait les micros de la barre pour ne pas avoir à utiliser les micros des smartphones exclusivement sous Android. Alors c'est vrai que c'est une question, souvent on nous dit mais pourquoi avec les micros des iPhones ça fonctionne ou pas? Alors c'est pas qu'il y a une politique pro Apple auprès de Sonos, c'est tout simplement que les iPhones, il y en a très peu et que Apple donne précisément à qui le souhaite les caractéristiques de leur micro. Là où chez Android, il y a tellement de smartphones Android que voilà, pour un acteur comme Sonos, c'est compliqué d'avoir un système qui marcherait avec tous les micros embarqués dans tous les smartphones Android. Mais voilà, comme tu l'as dit, bonne nouvelle, ils ont mis des micros dans leurs produits, ce qui permet aussi de pouvoir déjà apporter cette calibration. Un autre élément qui est important pour nos clients quand ils choisissent une barre de son, c'est OK, elle doit avoir un super rendu sonore, ça doit envoyer du grave, ça doit être spectaculaire, mais on écoute aussi des films plus calmes avec des voix. Et quand je dis plus calme, on peut aussi être dans un contexte où on n'a pas envie de réveiller les enfants quand on écoute. Donc il y a des modes qui sont très importants. Est-ce que tu peux nous en parler justement? Alors oui, Sonos fait comme tout le monde sur la barre de son, il y a des modes nocturnes et mise en avant des voix qui sont proposés. Le mode nocturne, ça nous permet de pouvoir regarder tous les films que l'on souhaite en apaisant d'une certaine manière les sons brusques ou forts, et ce qui permet, quand il y a des gens qui dorment ou les jeunes enfants qui dorment dans la maison ou si les voisins sont parfois un peu pénibles, de pouvoir regarder notre film sans déranger personne. Oui, c'est-à-dire qu'une grosse explosion, un gros tremblement de terre va être un petit peu descendu en volume sonore pour ne pas réveiller la maison. Exactement. Et la mise en avant des voix, c'est assez important. C'est parfois, sur certains films, on a une impression de confusion en fait, au niveau de la voix et des effets qui sont sur l'arrière. Donc ça permet de projeter en tout cas les médiums sur lesquels se placent les voix. On vient de parler des avantages, des évolutions de cette Sonos Arc Ultra pour le côté home cinéma. Si on part sur une barre de son, c'est qu'on regarde des films. Qui dit Sonos dit lecteur réseau musical embarqué dans le produit. Donc, c'est-à-dire que téléviseur éteint, c'est aussi une bonne enceinte. Alors au niveau musical, avec les tests qu'on a pu faire dernièrement avec cette nouvelle barre dans le showroom, c'est vrai que c'est ce qui manquait un petit peu chez Sonos sur les premières barres. C'était très orienté home cinéma. Et là, pour le coup, avec la nouvelle gestion des graves et des beaux haut-parleurs de médium, là, on a une belle écoute hi-fi en fait. Et puis, je dirais, ils l'ont étiré aussi, ce qui fait qu'effectivement, en mode stéréo, vu qu'on est sur quasiment 120 cm, on arrive vraiment à distinguer le canal gauche du canal droit. Donc, ce qui fait qu'on a une enceinte qui, voilà, dans le salon, rivalise avec pas mal d'installations dites stéréo aussi. Mélanie, si on veut se constituer un système home cinéma, on l'a vu, il y a du sans fil, c'est modulaire. Quelle première configuration tu nous proposes par exemple pour faire un home cinéma avec un bel écran? Alors la barre toute seule, c'est du 3.0, donc c'est-à-dire sans caisson de grave. Alors pour préciser, le 3.0, ça veut dire que c'est comme si on avait 3 enceintes. C'est ce qu'on fait avec les gros amplis AVR. J'ai mes voix centrales, donc ça c'est 1, stéréo 2, donc ça fait 3.0. Exactement. Et là, tu peux, avec le caisson Gen 4, venir faire un véritable 3.1. Et j'aime beaucoup ce caisson. Et ils ont gardé le même design depuis plusieurs années. Et ils ont eu bien raison. Parce que... Ça me fait sourire parce que tu dis que j'aime beaucoup ce caisson. Mais je me souviens que le commercial Sonos venait voir notre caisson génération 1 qui était noir mat. Oui. Et le 2 et le 3 étaient laqués. Donc pourquoi faire un caisson brillant? Et il nous disait, est-ce que je peux vous racheter votre caisson parce que j'adore ce noir mat? Et voilà, génération 4, bonne nouvelle, le caisson est mat, donc facile à dépoussiérer. À dépoussiérer, il n'est pas brillant non plus, donc c'est vrai que c'est niveau design, je trouve que c'est plutôt réussi. Et dans son format, ce qui est très intéressant, c'est que tu peux le mettre à l'horizontale ou à la verticale. Je le glisse sous mon meuble. Tu peux le glisser sous même certains le mettent sous le canapé. Donc, Ah oui, ça fait. Écoute, ça fait vibrer le canapé. Mais en tout cas, il y a des personnes qui nous ont dit à la boutique avoir mis le caisson sous le canapé. Donc là, pour le coup, beau ou moche, peu importe, on le voit pas. Donc ça montre vraiment que l'efficacité du caisson, c'est que tu peux le mettre n'importe où dans la même pièce. Mais c'est vrai, vous allez le voir sur les photos, il y a donc une partie qui est évidée au centre avec les haut-parleurs qui s'opposent.
Et ce qui fait que les graves sont émis, mais le caisson ne bouge pas du tout. Non. Donc c'est vrai qu'on a des clients qui les ont posés à l'horizontale sur un parquet chêne, et je peux vous assurer que le parquet ne bouge pas. Par contre, il y a du grave dans la pièce. Ouais, parce qu'il descend jusqu'à 25 Hz, donc c'est plutôt bas pour un caisson de ce type-là. Et il est, je trouve, particulièrement précis et d'où il ne bave pas. Enfin, c'est une belle technique chez Sonos, le caisson. Tu viens de donner un chiffre et Sonos a une particularité, c'est qu'il ne donne aucun autre chiffre. Non. On n'a ni la puissance de la barre, ni du caisson. Non. Donc ça, alors par contre là-dessus, autant au bout d'un moment, ils ont dit ok, on met du Bluetooth, on rajoute, on part sur la calibration aussi sur Android, mais alors là-dessus, ils ne veulent pas bouger, ils nous donnent aucune information là-dessus, donc on va raisonner, je dirais, en taille de pièce. C'est vrai que celle-ci, dans une zone de 30 mètres carrés, on ne dépasse pas les 50% du volume. Non, alors nous, c'est vrai qu'on a fait nos tests en 3.1 et 5.1. Dans une pièce qui doit faire une trentaine de mètres carrés, c'est vraiment idéal. Le caisson trouve parfaitement sa place. Dans les scènes d'action, il vient quand même soulager le plus petit caisson intégré de la barre. Donc c'est un investissement à ne pas négliger quand on aime vraiment le home cinéma ou les films d'action. C'est important aussi de lui ajouter un caisson. Alors, qui dit home cinéma, le vrai home cinéma, c'est au moins le 5.1. Donc, quelle configuration, comment on fait avec Sonos? Sonos a pensé à tout, puisque les enceintes qu'il propose de manière totalement autonome pour une écoute musicale comme la Sonos Era 300, eh bien, tu peux la transformer en une paire, donc il en faudra deux évidemment, une paire de surrounds. Donc là, tu as un véritable 5.1 sans fil, toujours, puisque c'est la barre qui synchronise en fait les effets arrière et qui donne l'impulsion ou l'ordre des effets arrière aux deux Sonos Era 100 qui sont derrière toi. Alors souvent on nous dit quelles vont être les configurations, les prix, on va vous les incruster, vous avez tous nos packs Home Cinéma qui sont sur laboutiquederic.com. Là à aujourd'hui, on tourne en décembre 2024, voilà ce pack 5.1, on est juste au-dessus des 2600 €. Forcément la question, qu'est-ce que donne un Home Cinéma 5.1 que l'on crée avec Sonos, c'est-à-dire la Sonos Arc Ultra, les Era 100, 300 au choix à l'arrière. Alors quand je dis au choix, si vous mettez une Era 100, vous en mettez une deuxième Era 100, vous ne mixez pas parce que ça va avoir un rendu sonore un peu surprenant, même si c'est que du surround. Pareil, vous mettez 2, 300 aussi. Le caisson Sonos Sub 4. D'ailleurs, petite question, c'est compatible, c'est-à-dire que si j'ai un ancien caisson, ça va marcher avec ma Sonos Arc Ultra. Disons que si un jour tu as acheté un caisson tout seul, sans rien d'autre. Non, mais je peux avoir envie de faire évoluer la barre, oui, mais pas le caisson par exemple. Si, c'est parfaitement compatible. En fait, tous les produits Sonos, quasiment tous les produits Sonos sont rétro-compatibles. Voilà, donc dans l'appli, je fais ce que je veux, je configure comme je veux, je crée du home cinéma ou je les rends indépendantes pour uniquement de la musique. Donc, qu'est-ce que donne cette configuration 5.1 de Sonos? Et je dirais la question que pose tout le monde, j'avais un ampli classique AVR, des fils de partout, des enceintes et tout. Est-ce que le 5.1 de Sonos fait le job et rivalise? Alors, il fait parfaitement le job. C'est-à-dire que là, dans les écoutes de films que l'on a fait, on a utilisé des films grand public, blockbusters sur Netflix, type Transformers ou Wonder Woman, des choses comme ça. C'est vrai que ça circule énormément. C'est-à-dire que ton image sonore, elle est ultra immersive. Il y a de l'Atmos. Donc l'Atmos est géré par la barre. Et là, le rendu Atmos recréé par la barre, puisque c'est les haut-parleurs qui sont intégrés. On n'accroche pas une barre au plafond. Non, on n'accroche rien au plafond. En tout cas, le son est bien projeté au plafond, donc il te revient. Donc parfaitement bien positionné dans ta pièce. Tu as une immersion complète avec cet ensemble 5 points. Et l'Atmos, c'est devant, mais c'est aussi derrière. Et c'est tout l'intérêt, par contre, là, pour le coup, d'être sur des Era 300. Sonos, comme on l'a dit, c'est né avec une télécommande avec écran, une télécommande tactile. Aujourd'hui, tout ça, bien sûr, a disparu avec nos smartphones, que ce soit Android ou iOS. Forcément, on va utiliser l'application Sonos. Et là, c'est ce qu'on disait au mois de mai-juin. J'en rigole parce qu'ils ne nous avaient vraiment pas habitués à ça. Ils font, comme tout le monde, plein de mises à jour. Ça se passe toujours super bien. Mais là, mai-juin, ils ont lancé une appli qui a fait grincer tout le monde. Nous, les premiers, parce qu'on voulait lancer un tuto complet comme on a fait sur BlueOS, sur EOS, sur Stream Magic de Cambridge. Mais je me souviens avoir dit à Pierre avec qui on prépare les vidéos,
Ah, c'est impossible, ça ne fonctionne pas. Il y avait des délais de latence catastrophiques et tout. Alors là, bonne nouvelle, tout est rentré dans l'ordre. Je le disais tout à l'heure, hein, si vous allez sur le blog d'Alban de multiroom.fr, il a fait un bel historique et surtout, il a expliqué, il y a même la roadmap. C'est-à-dire que là, Sonos s'est dit, on a merdé complet. Maintenant, on va être transparent avec vous. Donc aujourd'hui, je suis en décembre 2024. Est-ce que l'appli Sonos marche très bien comme avant? Alors, l'appli Sonos marche très bien comme avant, mais l'appli Sonos n'est plus l'appli Sonos comme avant. C'est-à-dire que oui, ils ont fait une refonte complète de l'application, donc c'est vrai que leur lancement a frisé la catastrophe. C'est-à-dire que on a des habitudes et du jour au lendemain, on les perd. Et en plus de les perdre, ça ne fonctionnait pas. Ah oui, c'est surtout ça. Donc, on était tous perdus. Donc, on a eu pensé que c'était nos produits qui ne fonctionnaient plus. Donc, les gens nous appelaient en disant mon produit Sonos ne fonctionne pas. Alors, non, tous les produits Sonos fonctionnaient encore, mais l'accès à l'application était extrêmement compliqué. Tiens, j'en profite pour faire une petite parenthèse. On est sur une barre de son. Donc, elle est connectée à mon téléviseur. Deux choses. Est-ce que je peux monter et descendre le volume sonore et gérer le son de la télé uniquement avec ma télécommande télé, ou est-ce que j'ai besoin de l'appli? Alors, tu peux faire les deux. Donc, tu peux régler le son de ton téléviseur avec la télécommande de ton Apple TV ou la télécommande de ton téléviseur, et tu peux aussi le faire depuis le téléphone. Donc, tu as quand même plusieurs gestions de volume disponibles. Donc là, parce que c'est genre on peut faire peur, c'est-à-dire quand on dit que pendant tout l'été l'application ne marchait pas, par contre tous les gens qui avaient toutes les barres de son Sonos, eux n'ont pas eu ce problème-là, parce que pour la partie uniquement sonorisation du téléviseur, ils prenaient leur télécommande, ils montaient et descendaient le volume sonore avec la télécommande du téléviseur. Alors, le volume dans l'application Sonos, c'était pas arrêté, en tout cas pas la gestion du volume, elle avait changé, ils avaient enlevé, si tu veux, l'indicateur numérique. Donc là, il est revenu, ils ont écouté ce que les gens aimaient dans l'application avant et qui avait disparu. Donc là, quelques mois après, toutes les fonctionnalités sont revenues, des fonctionnalités basiques comme une gestion de réveil, comme donc cette gestion de volume avec le chiffre sur 100 auquel tu es en train d'écouter. Ah, il y a des choses qui ont disparu, comme la barre de navigation avec les 5 sections. Donc là, on a une page d'accueil. Alors c'est vrai qu'on retrouve ce système de page d'accueil aujourd'hui dans quelques autres applications hi-fi, donc c'est peut-être une tendance. Donc justement, cette nouvelle application, est-ce que tu peux me montrer désormais comment elle est organisée? Alors elle s'organise depuis une seule et unique page d'accueil. Donc en fait, tu accèdes de manière rapide à toutes les fonctions de l'application Sonos, du multi-room, de tes sources, de ta gestion de paramètres. Donc tu as tout en haut, si tu veux faire du multi-room, la gestion du système audio. Donc c'est là que tu vois apparaître toutes tes enceintes, toutes tes enceintes et tes zones. Et là, tu as vu une espèce de... Tu vois des enceintes en fait l'une sur l'autre, tu cliques dessus et tu viens en fait sélectionner les zones ou les enceintes que tu souhaites faire jouer en même temps. Et après, tu appliques. Donc voilà, la base du multi-room est bien sûr toujours là. Après, tu as accès aux services audio et musicaux auxquels tu es abonné ou auxquels ceux qui sont proposés aussi par Sonos directement dans l'application. Et tu peux même créer des favoris. Alors ce que je vois, on met souvent l'accent là-dessus, dans les services musicaux, il y a la fameuse icône rouge avec la note de musique d'Apple Music, parce qu'aujourd'hui c'est un des très rares systèmes musicaux connectés à proposer en natif Apple Music. Exactement. Donc c'est vrai, on le dit souvent, pourquoi? C'est tout simplement qu'il y a un accord commercial très strict entre les deux firmes. Je ne sais pas qui a mis la pression à qui, en tout cas, mais c'est vrai que ça donne un énorme avantage concurrentiel à Sonos parce que Apple Music est embarqué directement dans l'application Sonos. En tout cas, moi, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'avais pas joué avec l'application. Là, dans ce que tu m'as montré, c'est qu'on retrouve la réactivité normale d'une appli et surtout celle qu'on avait toujours connue. Alors que l'été dernier, moi, ce que j'avais été sidéré, c'était que l'application, elle saccadait. Tu lançais un morceau de musique ou le son et il y avait 2-3 secondes d'attente. C'était sidérant. Donc voilà, enfin, tout est rentré dans l'ordre. Mais comme quoi, quand on fait une grosse refonte, il y a des risques informatiques non négligeables. Donc ce qu'on voulait avec Mélanie dans cette vidéo, eh bien c'était pourquoi en 2024, fin 2024, 2025, pourquoi Sonos est selon nous toujours parmi les 3 meilleures marques. Si vous allez voir, on va vous l'incruster. On a fait une vidéo qui vous explique qu'est-ce que c'est le multi-room. Donc vous pourrez voir plus dans le détail les principes qu'on a évoqués ici et quelle marque choisir. Nous, il y a vraiment 3 systèmes leaders, BlueOS, EOS
Et donc Sonos, donc aujourd'hui, ça a toujours du sens, surtout qu'ils ont une très belle barre de son. En fait, aujourd'hui, Sonos reste toujours le pionnier du multi-room. C'est la référence en audio multi-room. Le pionnier et le leader. Et reste encore le leader. Alors, si vous vous posez des questions sur la qualité proposée par les produits Sonos, la Sonos Arc Ultra, les Sonos Era 300, même Era 100 et le Sub, on les a tous au showroom à Lyon. Donc venez vous faire plaisir, venez vous rendre compte de ce que c'est qu'une vraie immersion cinéma avec un véritable système 5.1 Sonos. Et pour ma part, je vous retrouve comme habituellement dans les commentaires. Donc justement, parlez-nous comment ça se passe pour vous maintenant. Si vous êtes un client historique avec l'application Sonos, voilà, depuis septembre, octobre, normalement tout est rentré dans l'ordre. Dites-nous aussi ce que vous en pensez. Et Sonos nous a promis en plus qu'il lirait les commentaires pour justement tenir compte des retours utilisateurs. Donc voilà, lâchez-vous, lancez des commentaires, des likes, comme ça tout le monde en profitera.